A priori pour l'équipe de France, deuxième sortie des experts, la première à Nantes après la victoire facile mercredi à Paris lors du match d'ouverture. Place au Japon, l'adversaire réputé le plus faible du groupe A. Les Bleus vont devoir mettre la même agressivité défensive, développer le même jeu séduisant en attaque que lors de la première période contre le Brésil. Les Japonais balayés physiquement hier par la Russie risquent de souffrir en raison de l'enchaînement de matchs. Aux Bleus de rester concentrés et adroits sur l'ensemble de la rencontre afin de poursuivre leur montée en puissance. Et donc on l'a dit, une association Luka Karabatic, Ludovic Fabregas dans le bloc central de ce dispositif 06 de l'équipe de France. Nedim Remili et Daniel Narcisse sur les côtés, sur les postes 2 et 5. Valentin Porte et Michael Guigou, les deux ailiers qui restent en poste dans la même position en défense. Et c'est Shida qui propose le premier temps fort avec cette fixation. On repasse par la droite et par le demi-centre. Super, regardez. Ça commence parfaitement bien avec l'un des réels dangers. Là aussi, c'est le demi-centre. Uegaki qui nous a laissé là aussi une très bonne impression hier. Un très beau tir en tout cas, avec l'aide du poteau. Uegaki qui trompe tiré au meilleur. Le changement s'effectue, on vous l'avait annoncé. Et l'entrée, vous allez voir maintenant, de Quentin Mahé. Regardez ce tir en appui qui surprend tiré au meilleur. On est sorti, on a mis un petit peu de temps à sortir du côté de Luka Karabatic sur le meneur de jeu japonais. Mahé, Narcisse et le mouvement de Remili intérieur. La même chose pour Daniel Narcisse, le croisé, la bonne sortie défensive. Et avec une défense un petit peu plus à plat que ce qu'on attendait. Même si... on devrait s'étager assez rapidement. Carlos Ortega ici à l'image, l'espagnol, un des nombreux entraîneurs espagnols à s'être expatrié. Shida en dissuasion, le passage de bras et la faute commise par Takashi Kato. C'est lui qui était bien sorti au préalable. On retourne avec le mouvement et l'entrée en deuxième pivot peut-être de Valentin Porte. On insiste sur l'intervalle externe et le bel arrêt de celui qui est entré en cours de jeu, Masatake Kimura. Alors à l'échauffement, il nous avait laissé un peu perplexe parce qu'on pensait que c'était le gardien, mais plus de la XXL. Et finalement, il s'est révélé, il a été plutôt très bon face aux Russes. Ouais, bien, regardez, le jeu avec le pivot et ça défend très bien pour le moment. Les Japonais qui sont très solides. Avec, oui, on voyait cet arrêt de Kimura face à Quentin Mahé qui avait réussi à prendre l'intervalle externe. Et là, c'est la faute sur Luka Karabatic. Il va falloir trouver du rythme avant tout, le bon rythme côté français. Narcisse avec Quentin Mahé à la limite de l'interception. On décale évidemment plus facilement et le premier but dans cette rencontre allait le signer Valentin Porte. Vous connaissez l'histoire, interception manquée, et bien c'est tout de suite et superbe, très beau tir. Très chaud. Kento Uegaki en ce début de rencontre, mise en confiance évidemment par son premier tir. C'est sifflé, les Japonais vont devoir rendre le ballon aux Français. Avec Xavier Hamel qui nous le rappelait en sujet d'avant-match, à juste titre, les Japonais, quoi qu'il arrive, jouent l'engagement rapide. C'est sur une fin d'engagement rapide qu'on trouve cette solution une nouvelle fois. C'était Florian Demez. Il faut rendre à César ce qui lui appartient. Eh bien, c'était bien aussi. Voilà. Malgré tout, c'était très bien. Allez, à Quentin Mahé de mettre ce fameux rythme, trouver les bonnes solutions, les bons temps d'engagement. C'est une défense bien plus à plat que ce qu'on attendait. Je le répète, on est sur un dispositif 06, même si on n'hésite pas à sortir la tentative d'interception. Et il y aura donc solution. Et vous le disiez, heureusement, et c'est très bien joué de la part des Français, que les Bleus libèrent dans le bon tempo le ballon, parce qu'on l'a vu, les Japonais sont extrêmement agressifs avec des postes 2 qui sortent et qui n'hésitent pas à prendre des risques. Ça libère évidemment les espaces ensuite si on ne parvient pas à réussir l'interception, mais c'est très bien joué de la part des Français qui ont été patients. Avec exactement la même conclusion à l'autre aile. Le premier but a été marqué par Valentin Porte d'un tir à rebond entre les jambes du portier japonais. Et bien Quentin Mahé a réalisé la même chose de l'autre côté, sur son côté gauche. On a vu le changement de position entre Shida et Uegaki. Et le but ne sera pas accordé, pas besoin d'utilisation vidéo. À laquelle, oui, l'utilisation de la vidéo à laquelle on a assisté déjà à 2 reprises dans ce mondial, et notamment hier. C'était entre la Pologne et la Norvège. Un but qui nous semblait être rentré, pas largement mais tout de même, et pourtant la vidéo dit qu'il n'en était rien. Une vidéo qu'on n'a jamais vue. Voilà le problème. Bien voilà le problème, effectivement. Michael Guigou disponible dans la défense japonaise. Et c'est Cédric Sorando qui est servi. Mais il trouve sur son chemin Masatake Kimura. Petit gabarit, 1m84.
Il a scotché et derrière la solution pour Nedim Remili qui lève la tête pour servir Mickaël Guigou dans le coin long et pour donner pour la première fois de la rencontre l'avantage à l'équipe de France. Pardon, mais pourquoi Cédric Sorando? Et là, petite inquiétude, il a remplacé très rapidement Luka Karabatic qui a pris place au bout du banc, prise en main par le docteur Pierre Sébastien. Oui, et qui s'est déchaussé, qui a enlevé sa chaussette également. Et alors là, évidemment, c'est très très inquiétant. On essaiera de retrouver, regardez, hein, c'est en bas de votre écran, sur la gauche, juste derrière Didier Dinard. Luka Karabatic, victime d'une blessure qui nous a un peu échappé. D'où la présence de Cédric Sorando, ici à l'image, avec Ludo Fabregas dans le secteur central de la défense parisienne. La course sans ballon de Cauchy. Attention à Ludo Fabregas qui va voir le jaune, le carton jaune exactement pour Ludo dépassé. Oui, cette image. Alors à quel niveau? Oui, debout, Luka Karabatic. Ah oui, et puis incapable de poser le pied au sol. Alors là, on a le souffle coupé et on retient notre respiration parce que alors ce serait un terrible coup pour l'équipe de France. On ira aux nouvelles vraiment très tôt dans cette partie. Et contré, Shida très bien contré par le duo Porte-Sorando. Une nouvelle fois, Cédric. Accélération de Daniel Narcisse. Le repli défensif avait été l'une des forces des Japonais. On réussit à se transmettre le ballon. La relation base arrière-pivot fonctionne à merveille. On l'avait vu avec Cédric Sorando. Nouvelle preuve avec Ludovic Fabregas. Attention dans le contournement. C'est là où il a été très bon, même hors secteur. Shida. Et avec un coup de poignet génial. C'est bien intéressant de cette action où on joue, comme on dit, l'extra passe, la passe supplémentaire pour trouver la solution idéale. La solution idéale, elle passait par Ludo Fabregas, bien servi par Nedim Remili. Uegaki, Kanto, Shida auprès. Nouveau carton jaune, cette fois pour Cédric Sorando. Les deux pivots français avertis d'un carton jaune. Le renversement de jeu, c'est pas mal fait. On ne trouve pas de solution. La défense française bien en place. Et Shida, une nouvelle fois contrée, est en échec parce qu'il bute systématiquement sur le bloc défensif français. Très stable, très hermétique, incapable de s'illustrer comme il l'a fait hier. Et on sent déjà de la frustration sur le visage de Shida. Mais déjà des questions dans la tête de Carlos Ortega. On va avoir l'occasion de parler de ces sélectionneurs étrangers avant évidemment l'arrivée de Dagur Sigurdsson. Ça nous permet de saluer. Alors il ne nous regarde certainement pas au Canada, il s'occupe très certainement ce matin au Canada des parcs, et lui qui travaille pour la police, c'est Frédéric Voll. Ah oui, sélectionneur ensuite avant de s'expatrier dans une petite ville à Kelowna. Derrière, la solution est trouvée, on s'est projeté rapidement vers l'avant. Oui, c'est très bien fait cette fin de montée de balle. Le but de Narita avec un 1 contre 1 pour trouver la solution. Alors vous parliez, on va le saluer évidemment, Charlie Frédéric Voll, le coach. Et il me semble, alors c'est pour une information pour Bertrand, Olivier et Jackson, il me semble que la dernière fois qu'on a rencontré l'équipe du Japon, c'est en préparation du Mondial 2003, début janvier. Et il me semble de souvenir, même si c'est très loin, je vous l'accorde, que Frédéric Voll en était le sélectionneur. On aura l'occasion de parler dans cette rencontre. Alors d'un homme, là, on est certain qu'il regarde Bein Sport. Il s'est abonné depuis le début et qui tient un hôtel désormais à Koh Samui. Il est aux alentours de minuit. Il nous regarde dans la nuit thaïlandaise et on le salue. On lui souhaite déjà un très joyeux anniversaire parce que c'était hier. C'est une légende. C'est Stéphane Stoecklein. L'échec de Mickaël Guigou, Stéphane Stoecklein, dont on parlera vraiment longuement parce qu'il a marqué d'une part l'équipe de France, l'histoire de l'équipe de France, et aussi l'histoire du handball japonais. Oui. Alors vous avez cité tout le monde puisque vous avez parlé de Sigurdsson qui va être le sélectionneur du Japon. Il était de cette vague de très très grands joueurs. Frédéric Voll, Koudinov un petit peu plus tard, et puis Stéphane Stoecklein. Il était de cette vague de joueurs qui sont allés jouer du côté du Japon. Les récupérations pour Mickaël Guigou face au gardien. Cette fois ça passe. Il venait de manquer un 7 mètres. Et de souvenir encore une fois, il me semble que c'est le 4e 7 mètres consécutif manqué par Mickaël Guigou. Et dans des matchs différents. Face à la Slovénie. C'est ça. Face au Brésil. Oui, tout à fait.
Et là, face au Japon, cette fois, aucun problème. Alors que pour c'est Mika. un métronome, hein, Ah oui. Michael Oui, Guigou, au-delà d'être un génie, ça on en est absolument persuadé. Et il était agacé, on se souvient de sa réaction au micro de Xavier Hamel, de ses échecs répétés à 7 mètres. Lui qui est un vrai perfectionniste en plus d'être un intuitif. C'est comme ça qu'on reconnaît les gens qui ont du talent. Allez, c'est bien le bon temps d'engagement de Quentin Mahé. Grâce et suivant le travail de Daniel Narcisse, le travail préparatoire, c'est Daniel qui fait la différence sur son 1 contre 1, provoque la sortie du défenseur d'à côté. C'était celui de Quentin Mahé qui, le joueur de Flensburg, s'est parfaitement engagé dans l'intervalle libre. Le changement, attaque-défense avec la sortie de Kohei Narita et le retour de Kento Uegaki, le demi-centre. Les Japonais plus performants en ce début de partie qu'hier face aux Russes où ils avaient pris le bouillon d'entrée. Menés rapidement 7-1, de souvenir 8-3 ensuite. Ils étaient revenus petit à petit dans le match. Attention à sortir sur ce joueur qui nous laisse vraiment aujourd'hui une très belle impression. Et 1m80 hein, simplement pour Uegaki, mais dans le bon tempo avec également une bonne lecture de la défense française puisqu'il profite des trous laissés béants. Là on l'a constaté avec le manque, l'erreur sur la répartition de Cédric Sorando, et les Japonais ne sont qu'à 2 buts des Français. On est un tout petit peu passif sur les engagements japonais. Alors il est toujours très difficile de jouer contre ce genre d'équipe qu'on ne rencontre pas, évidemment pas très souvent en saison. Nedim Remili qui sert Cédric Sorando, ça passe, c'est à côté, mais c'est un 7 mètres obtenu par le Barcelonais. Alors vous parliez des tailles, évidemment, c'est un facteur important dans le handball moderne, mais il y a une équipe par exemple asiatique qui nous a posé les pires problèmes pendant quelques années avec des gabarits relativement restreints. La Corée du Sud. La Corée du Sud, bien évidemment, vice-championne olympique à Séoul en 88. Quentin Mahé au 7 mètres. Après l'échec de Michael Guigou, avec énormément de temps de fixation, vous le voyez. Et l'un des classiques de Quentin Mahé, une première feinte, le temps de fixation et ensuite rapidement tir croisé au sol. Oui, la moyenne de taille pour les Français c'est 1m92. Pour l'ensemble des joueurs japonais c'est 1m84. Il y a un vrai différentiel. Mais les qualités sont adaptées finalement au gabarit. Et Uegaki en est un parfait exemple, même si là il est en échec. Estimant qu'il avait été victime d'une faute. C'est ce que réclamait Ortega également. Oh, attention. Fabregas, le passage en force. Attention à bien jauger les situations. Et ça va aller très vite. Rémi Doy. Henri Doy et l'arrêt de Thierry Omeyer, malheureux. Le Chambérien. Alors Thierry Omeyer, il va vous dire oui, mais lui, je le connais. Voilà, les autres beaucoup moins. Lui, il l'a dans son ordinateur personnel. Quelque part dans la tête, Thierry Omeyer. Et écoutez. Deuxième arrêt pour Thierry Omeyer. Lui qui reste sur une prestation exceptionnelle lors du match d'ouverture, lors de la première période. Vincent Gérard prenant la suite en étant là aussi énorme. Le demi-tour. Contact de Nedim Remili, ça marche très bien, la relation base arrière pivot, on réussit à trouver les solutions. Évidemment avec le physique de Cédric Sorando, on aurait aimé que Luka Karabatic continue et il s'est rassis sur le banc après s'être fait soigner, allongé au sol. On va évidemment s'appuyer sur ce pivot, échec d'un tireur au 7 mètres, exactement comme face au Brésil, Quentin Mahé récupère le ballon après un pénalty raté. Oui, exactement la même situation, concentré sur la récupération et le tir au-dessus de la tête du portier japonais. Et on voit que ça fonctionne mieux quand même avec un temps de fixation. Là, il attire en première intention, Quentin Mahé. Et Kimura avait tout lu, tout compris aux intentions du Flensburger. Vous jouiez en 2003 lors du match de préparation. On était même tous les quatre ensemble. Alors on ira vérifier. Nouvel arrêt de Thierry Omeyer, mais ça ne suffit pas. La vista de cet homme. Tokuda à la récupération. Et Daniel Narcisse, de loin. Quel jump. Et derrière, les Japonais malheureux parce que les Français réussissent à inscrire des buts sur second ballon.
Et Kimura qui s'illustre en ce début de partie, ça n'avait pas été le cas hier, loin s'en faut. Il a réalisé lors de ses 15 premières minutes autant d'arrêts qu'hier, sur tout le temps qui lui avait été imparti, à peu près 40 minutes. On a commencé sur la fin de montée de balle sur le jeu de transition à évoluer à 2 pivots. On a effectué le changement, attaque-défense. Et c'est désormais un homme qui a été en grande difficulté hier, Daichi Komuro, le numéro 10 au poste de pivot. C'est lui qui est sorti sur le Yago. Et on ne sait pas s'il va rester en défense, mais vous allez voir, ça n'est pas le plus solide et le plus rapide. Ça, c'est certain, le bras est levé. Il va falloir trouver une solution pour le japonais, pour Uegaki notamment. Ça défend bien et c'est touché. Les Japonais conserveront le ballon, mais le bras va évidemment rester levé et les tentatives s'amoindrir. Ouais, Shida de loin, c'est le kung fu sublime à longue distance. Quelle vista de Shida. La conclusion absolument merveilleuse. Alors ça, c'est relativement rare, un kung fu de l'arrière gauche pour l'ailier droit. Une passe longue, très difficile à réaliser. Le timing était parfait avec beaucoup de qualité athlétique de la part de l'ailier japonais. Et toujours ce changement entre Ludo Fabregas et Quentin Mahé. Et toujours cette défense beaucoup plus à plat. Même si on n'hésite pas à sortir sur le porteur du ballon, ça fonctionne assez bien. On a vu pas mal de tentatives d'interception au début de partie qui n'ont pas été fructueuses, mais on s'est bien calé. La meilleure solution, eh bien, elle passe par les pivots constamment. On avait vu Ludovic Fabregas beaucoup, Cédric Soando depuis qu'il a remplacé Luka Karabatic. Il obtient une nouvelle fois un 7 mètres. Alors on a un œil évidemment très attentif sur Luka Karabatic qui, après s'être fait soigner par le docteur Pierre-Sébastien, alors a remis sa chaussette, c'est un détail, mais également sa chaussure, et c'est un détail mais ça n'en est pas un, alors que Michael Guigo revient dans le droit chemin, celui de la réussite au jet de 7 mètres. C'est important. Oui, évidemment. Bien sûr, évidemment on relance d'une certaine manière, même si Mika dispose d'assez d'expérience pour faire le boulot lui-même, le remettre en confiance à 7 mètres. Important, je parlais aussi de la remise, ça n'a l'air de rien, de la chaussure que vous voyez en bas de l'écran de Luka Karabatic. Ah bah, et puis s'il veut jouer, c'est quand même plus pratique de mettre une chaussure. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que si la blessure avait été grave, il n'aurait évidemment jamais, il ne se serait évidemment jamais rechaussé. Le 7 mètres et 2 minutes pour Cédric Sorando pour avoir balancé. Et voilà, en interprétant le geste de l'arbitre suisse. Regardez, il est dépassé, alors la faute n'est pas énorme, mais c'est exactement ce que disait Bertrand Gilles, à savoir que la différence physique et en plus la vitesse mise par les Japonais, eh bien on se retrouve parfois dans ce genre de situation lorsqu'on est isolé. Une toute petite faute, sauf que eh bien, ça prend une mesure importante. Et on va retrouver Titi au meilleur. Face à Yuto Agarié, la pression sur les épaules du Japonais, oui, qui est allé chercher au-dessus finement les filets d'un Thierry Omeyer qui était tout proche de ce ballon. Les Français en infériorité numérique, et bien pas tout à fait, puisqu'on va utiliser la possibilité de changer. Et regardez, le changement tactique, le changement défensif proposé par Carlos Ortega. Et alors scrutez vraiment le poste 2, le numéro 10 et le passage en force. Et pas de gardien, et toujours pas de gardien. On a mis du temps. Eh bien, on a mis du temps également du côté du Japon. On a mis du temps à effectuer le changement entre Thierry Omeyer et c'est Valentin Portin qui a cédé sa place. Le retour de Shida, la sortie de Hatosume Karu qui est avec Rémi Henry-Doy, Rémi Feutrier, le seul joueur de l'effectif japonais à évoluer hors du pays, à Puente Genil en Espagne avec la Liga Sobal. L'intervalle externe, c'est bien fait, c'est très bien fait avec beaucoup de vitesse. Encore une fois de la passivité. Uegaki fait ce que fait Shida hier face aux Russes. Vraiment belle impression du demi-centre qu'on retrouve un petit peu partout à gauche, cette fois à la finition. Et regardez les Japonais à 2 buts de l'équipe de France après 19 minutes de jeu. Une nouvelle fois le but vide côté français. Michael Guigou qui propose une solution, la perte de balle, pas de gardien et il va tenter sa chance. Oh, c'est dommage. Incroyable, ça passe entre Daniel Narcisse et Thierry Omeyer et malheureusement pour cet homme Kimura, ce n'est pas totalement, ce n'est pas cadré, le ballon n'est pas touché. On se souvient notamment du sauvetage de Quentin Mahé
souvenez-vous, avec Flensburg. Oui, avec Flensburg. Merveilleux. Valentin Porte, qui après avoir laissé échapper le ballon sur la précédente action. Et voilà, on se règle entre Nedim Remili et Valentin Porte. On parlait surtout de l'action précédente. On a vu une perte de balle sur une simple transmission. On vous rappelle que pendant l'intégralité du mondial, vous pouvez nous laisser vos messages, vos commentaires, vos remarques sur le hashtag BeInHand2017. BeInHand2017, vous n'hésitez pas. Rémi Andridoy qui s'est positionné en deuxième pivot, qui va reprendre sa place, le Chambérien sur l'aile. La tentative de croiser. On va parvenir à la faute sur l'action du demi-centre japonais. Et Jin Watanabe qui est en train de prendre les informations. Changement sur le poste d'arrière droit avec Shinosuke Tokuda qui est entré. On a replacé Uegaki pour le début de l'enclenchement sur le poste d'arrière gauche. Shida décevant cet après-midi et on a mis pour le début de cette action Mekaru, on vous le disait, le joueur de Puente Genil. Voilà, pour l'enclenchement et les changements de position logiques. Hors secteur, pas de solution, on revient intérieur. On va revenir à une faute et à 2 minutes, encore une fois la même situation que précédemment avec Cédric Sorando. Ludovic Fabrias qui pousse le japonais avec, regardez, alors ce japonais qui a peut-être 80 kg maximum. Alors, je vais vous poser la question justement, les arbitres ne sont-ils pas influencés par les joueurs qui tombent, mais le différentiel est tellement énorme, un seul stop, une seule sortie de main finalement suffit à déséquilibrer le joueur japonais. Mais totalement d'accord, ouais. Sauf qu'il faut s'adapter, c'est comme ça, les différences de style. Ça arrive assez souvent, hein. Voilà pourquoi Bertrand Gilles nous disait on a l'impression qu'on va les décapiter puisqu'ils arrivent assez vite. Mais on n'est pas au même degré de vitesse hein, que les Japonais, on s'en doutait un petit peu, mais il manque voilà pourquoi je parlais de passivité, il manque un petit peu de déplacement et surtout d'aller toucher les adversaires. Intelligent Nedim Remili pour servir à gauche Daniel Narcisse alors qu'il avait peut-être la solution Valentin Porte, mais le repli défensif japonais. Oui, la meilleure solution, c'était clairement Daniel Narcisse qui arrivait libre de tout mouvement lancé, alors que Valentin Porte, lui, se trouvait déjà près de la zone japonaise. 4 buts d'avance en faveur de l'équipe de France. Shida. Et qui trouve enfin une solution, une position de tir, mais que le poteau pour Shida. Un bon tir malgré tout, croisé à rebond. Allez, il arrive à contourner le contre de Daniel Narcisse. Avec un beau coup de poignet, vraiment très technique. Et à nouveau, l'équipe de France en infériorité numérique. Alors pas vraiment sur les joueurs de champ, 6 contre 6, mais évidemment un but vide. Thierry Omeyer est sur le banc. Attention aux pertes de balles. Daniel Narcisse. On va faire le changement pour laisser Thierry Omeyer reprendre sa place dans les buts. Quentin Mahé pour Cédric Sorando qui vient enfoncer tout le monde. La défense en zone. Alors c'est frustrant pour les Japonais, mais c'est avant même que Cédric Sorando ne reçoive le ballon qu'on commet l'erreur du côté japonais. Vous allez voir, rien à dire, les 2 pieds du dernier défenseur qui s'est laissé enfoncer par Cédric Sorando tout simplement. Oui, alors Watanabe, et c'est pour ça que Cédric Sorando a été parfait là-dessus. Quentin Mahé, nouvel arrêt et nouvel échec d'un tireur français. Incroyable. Avec une feinte, cette fois il prend tout son temps et commet la même erreur que je vous en ai parlé hier, Tonesen. Oui. Avec très vite Quentin qui montre le côté qu'il va choisir, le bras assez bas. Donc logiquement le Kimura, le portier japonais, qui se décide pour une parade basse côté bras tireur. Juste pour terminer, effectivement, Cédric Sorando qui pour le moment est parfait dans son duel pour la prise de position. L'interception de Michael Guigou et la récupération à la lutte. Touché dans le dos d'Aichi Komuro. Et avec le genou, me semble-t-il, de Cédric Sorando dans le dos. Alors, bien involontaire, le sauvetage. Regardez. Là, il c'est même avec la hanche. Et alors, on va garder ça dans la tête, hein, on ne va absolument pas s'inquiéter. Ça aussi, hein, ça donnera des axes de travail pour le staff français.
mais les Bleus avaient été tellement merveilleux sur les jets de 7 mètres, à l'image de Guillaume Joly, qu'on salue, qui nous regarde cet après-midi lors de la victoire au Qatar. Attention, le lob, manque de justesse de Watanabe, et effectivement les Bleus avaient été vraiment merveilleux dans ce secteur-là, notamment. Attention, parce que quand les choses vont devenir sérieuses, il ne faudra pas rater ce genre de situation. L'essentiel de marquer ces 7 mètres et surtout ne pas laisser le doute envahir les têtes des tireurs français, hein, puisque d'ores et déjà Mahé a manqué par 2 fois, Guigou une fois. On en est à 2 réussites sur 5 tentatives. Valentin Porte en mise en position, ça c'est propre, très propre. Le travail de la base arrière française pour tasser la défense japonaise, et ensuite Valentin qui trouve le premier poteau à 100%. Hein. Valentin Porte, 3e but. Oui, alors qu'il avait face à lui Daichi Komuro, dont la détente sèche est à peu près de 8 cm et demi. Le temps mort posé par Carlos Ortega. Now we are down. The pivot receives the ball here. Now he shoots and we are down. We cannot be down, guys. We have to be a little more out. Okay? In attack, we need to run. And in the position I play long, guys. Almost impassive. Ball continuity. 長くやりなさい。で、あとは速攻いかなければいけないね。長くやってパッシブぐらいまで。14 now. Okay? 14。Clapping XXL, forcément, ici à Nantes. Et on s'est attardé sur les arrêts de Kimura, juste titre, hein, auteur de 6 arrêts déjà. Côté tiré au meilleur, 3 sur 11. Avec Carlos Ortega qui a demandé de longtemps, beaucoup et longtemps travailler en attaque, qui est arrivé jusqu'au jeu passif. Cette solution au jeu passif, il va être montré assez rapidement maintenant. Agarré. Voilà, c'est fait, peut-être un peu dans le bloc central. Pas de solution. Et ça aurait pu surprendre Thierry Omeyer. Ce tir longue distance masqué qu'il était de Atouchi Mekaru. Et dommage cette transmission entre Soindo et Daniel Narcisse. Ouais, cadeau de la part de Rémi Boé. Et attention, regardez, là aussi on a failli perdre le ballon sur de l'imprécision et un manque d'attention. Et puisqu'on demandait aux Bleus, alors pas moi, hein, mais Bertrand Gilles, Jackson Richardson, vous-même, c'est vrai, de la concentration sur l'ensemble de la rencontre. On a vu quelques imprécisions, alors au-delà des jets de 7 mètres ratés, mais la balle perdue tout à l'heure par Valentin Porte, ce ballon sur lequel les Bleus naviguaient un peu le nez en l'air. C'est très bien joué. C'est propre. L'accélération de Daniel Narcisse, la bonne passe pour Quentin Mahé qui très rapidement décale Mickaël Guigou. Vous avez dit un mot essentiel, c'est concentration. C'est bien de ça qu'il s'agit. Ce n'est pas toujours très simple. Alors si vous voulez passer quelques heures ou quelques journées entières à en débattre avec Thierry Omeyer, il vous dira que c'est la chose la plus importante finalement dans le sport de haut niveau. On peut travailler beaucoup techniquement, physiquement, tactiquement. Lorsqu'on n'y met pas la concentration nécessaire, suffisante, eh bien ça ne sert pas à grand chose. Et vous regardez juste le banc français, plus de Luka Karabatic, ce qui nourrit à nouveau notre inquiétude. Le bras est levé, on va aller prendre des nouvelles. On va demander à Xavier Hamel. Et la faute offensive, la bonne défense, la bonne séquence. Les Français qui ne se sont pas livrés, les Japonais n'ont pas fait suffisamment en action vers le but. Et l'inquiétude est très vive hein, sur le hashtag BinHand 2017 de la part de nos téléspectateurs, avec l'une des pièces maîtresses de l'effectif de Didier Dinard et Guillaume Gilles.
La sortie Ludo Fabregas utilisée maintenant en attaque. Oui, et Valentin Porte repositionné sur le poste derrière. C'est Lucas Ballot qui est entré à droite. Oui, et bien, toujours Ludo le même Fabregas, ça fonctionnement. passe entre les Montpellierins. Alors ça sera vraiment l'objet peut-être d'un focus, mais la relation base arrière pivot a marché à merveille, vraiment pendant ces 30 premières minutes, à l'image de Cédric Sorando, à l'image de Ludovic Fabregas, après la sortie sur blessure de Luka Karabatic. Oui, et pas dans le style, alors vous allez comprendre ce que je veux dire, pas dans le style, bon, on n'a pas envie tellement d'aller au contact, on balance le ballon à l'intérieur comme ça et puis débrouille-toi. Non, on parce fait que le vraiment travail exactement de la base arrière, ouais. Et on trouve que ce soit Cédric Sorando ou Ludovic Fabregas, on le trouve assez facilement. Ludovic Fabregas qui a une histoire avec le Japon. Oui. Et ça n'a rien à voir avec le handball. C'est son frère qui nous disait ça. Ah oui, vous avez bien fait de le citer, il ne voulait pas qu'on le cite. Ah, c'est vrai. Peu importe. Ah bah, oui, avec à son époque de bike trial, je crois, que ça s'appelle. Plusieurs compétitions mondiales disputées par Ludovic Fabregas, puisqu'on le rappelle, il était surdoué dans cet exercice. Il a été champion du monde en poussin, benjamin, me semble-t-il, lorsqu'il était très très jeune. Et celui dont vous parliez, qui disait qu'il était plutôt physique que technique. J'ai parlé de quelqu'un? Du tout. Thierry Omeyer, entre-temps, qui réalise sa 5e parade, et bien terminé cette première période. L'écart est fait maintenant en faveur des Français. Et à nouveau, là il est repoussé, Ludovic Fabregas, mais avec toute sa technique et sa vivacité. Un demi-tour, contact fulgurant de la part du Montpellierin pour trouver la solution. Regardez, dans un premier temps, il est bien retenu, même si la défense en zone est effective. Et derrière, ça va trop vite pour les Japonais. Et pour Rémi Doy en particulier, qui écope de 2 minutes juste avant. 1 minute 20, 1 minute 18 exactement du terme de la première période. Et un Rémi André Doy malheureux, on imagine qu'il avait vraiment coché ce rendez-vous face au pays qu'il aime tant. On vous racontera son histoire aussi. Un amoureux de la France, lui dont la maman est japonaise et dont le papa, d'où le nom Feutrier, est français, et qui faisait le pied de grue devant Chambéry parce que c'était un club qu'il aimait profondément pour Stéphane Stocklin dont on a parlé, pour Jackson Richardson, et il voulait étudier dans le coin pour pouvoir, alors qu'il n'était plus pressenti à faire une carrière de handball après une blessure au genou, il voulait rester en Savoie. Les Japonais qui assez rapidement ont utilisé un joueur de champ supplémentaire et pas de solution. Et le changement défensif, la défense en 1-5 avec Luc Ballot, poste avancé, la récupération, le petit lob subtil de Jin Watanabe. Et dommage, la défense française avait fait le boulot. Heureusement à la récupération, regardez, c'est le Japonais qui a été plus prompt. Dernière possession, vraisemblablement, vous le voyez à 15 secondes du terme de la première période pour les Français. Oui, a priori, même si tout à l'heure on a vu le Qatar avec une opportunité de revenir sur les Égyptiens. Eh bien on galvaudait cette action, il n'en est rien pour les Français qui vont au bout avec ce très beau tir longue distance de Daniel Narcisse pour venir clôturer cette première période et ce large avantage en faveur des Bleus. 17-9 pour l'équipe de France, tout va bien. Le seul bémol, c'est évidemment la blessure de Luka Karabatic. Et c'est sur 7 mètres. Les arbitres sont suisses, je le rappelle. L'heure, c'est l'heure. Exactement. Vous savez ce qu'on dit, être à l'heure, c'est déjà être en retard. C'est pour l'ensemble des télévisions du monde. Le coup d'envoi de la seconde période pour suivre la montée en puissance et le travail côté équipe de France avec le même sérieux, le même engagement. Les Bleus vont poursuivre dans cette rencontre les pistes, les axes
de travail aperçu lors du premier acte. Et tout de suite, Olivier Niocas, le Nantais, tente de s'illustrer un tir largement à côté. Largement au-dessus, bien mis en position pourtant par le travail de Nikola Karabatic, croisé pour Adrien Dipanda. Mais manque de maîtrise du ballon de la part de Niocas. Les Japonais qui vont récupérer leur 6e homme. Alors le 6e joueur de chance c'est fait puisqu'on joue, on joue sans gardien actuellement. Et puis voilà, c'est fait à l'instant. Le gardien, le portier Kimura qui peut rejoindre ses cages. Avec un écart qui s'est fait lors des 12 dernières minutes. La première période malgré tout. Alors tous les voyants sont ouverts, aucun souci pour les Français. Mais rappelez-vous, il y avait 10-8. On a terminé la première période. Ouegaki qui a failli commencer la seconde période comme il a débuté la première. C'est le poteau qui sauve Vincent Gérard et les Bleus. Il y avait une solution sur son poste 2. La puissance à nouveau récupéré. Un poteau et l'arrêt en 2 temps sur le deuxième ballon de Kimura qui s'oppose à Adrien Dipanda. Oui, le poteau trouvé par Nikola Karabatic et la récupération, ça avait été déjà le cas. Beaucoup de récupération de la part d'Adrien Dipanda face au Brésil il y a 2 jours. Mais cette fois, Kimura réalise la parade juste une nouvelle fois. Des associations différentes en défense maintenant puisqu'on retrouve dans le secteur central Nikola Karabatic avec cet homme Ludovic Fabregas. Cédric Sorando a glissé sur un poste 2. C'est une défense solide hein, avec Adrien Dipanda de l'autre côté. Oui, la bonne sortie de Nikola Karabatic très haute sur Kairi Cochet qui a rebondi. C'est exactement ça. Les Français qui empêchent les Japonais de mettre le pied dans les 9 mètres. Regardez, on est aligné à 9 mètres et on va vers l'attaquant. Du coup, on tourne un petit peu en rond et le tir est très difficile. Enrôlé avec Olivier Niocas, Nikola Karabatic. Intérieur et derrière. C'est touché, c'est arrêté et on se projette avec Shida. La passe superbe, dommage. Le manque de contrôle sur la récupération. Il était passé au-dessus des bras d'Olivier Niocas. Shida pour servir son ailier. Et le deuxième échec pour Olivier Niocas. C'est peut-être un petit peu précipité. Il avait une solution à l'intérieur, me semble-t-il, avec Ludovic Fabregas. Mais peu importe, reprendre en défense et à partir de la défense, eh bien, essayer de monter le ballon pour se procurer des situations faciles. Shida une nouvelle fois en échec. Shida, on vous avait annoncé comme le meilleur japonais. On est à 0 sur 5 face aux Français. Beaucoup moins en évidence que Ouegaki par exemple. Meilleur buteur japonais avec 4 réalisations jusque-là. La bonne défense. Beaucoup de mobilité. Et la bonne lecture, l'interception de Quentin Mahé qui temporise avec Nikola Karabatic. On va partir sur du jeu placé. La défense en 1-5. Changement tactique. Il ne sait pas trop où se mettre. Hein. On l'a vu complètement perdu. Ah, c'est étonnant. Goki Koshio. On a l'impression dans un premier temps qu'il effectuait une course pour faire le changement. Et puis il est resté comme ça en vivotant. D'un coup, alors c'est assez particulier, d'un coup d'un seul on ne savait plus qui était attaquant du défenseur entre Nikola Karabatic et Cauchy. Nico qui s'est décalé d'un petit mètre et trouvé à l'intérieur ensuite Ludovic Fabregas. Ouegaki, l'entrée à l'opposé de Motoki. Shida, servi. Et les Japonais qui ne marquent plus, hein, j'insiste là-dessus. Ils les avaient marqués à 8 reprises après 20 minutes de jeu, 21 minutes de jeu. Et bien depuis un seul but inscrit par l'équipe d'Ortega. Oui, ça manque de rythme, de travail préparatoire, mais les solutions semblent peu évidentes face à la défense robuste des Français. Et à nouveau, le service au pivot et Ludovic Fabregas qui vient tout emporter sur son passage. Et ça devient très facile pour les Français avec Ludovic Fabregas qui propose une solution. L'appel de balle en intervalle externe, bien servi par Adrien Dipanda. Ortega n'a pas d'autre choix que de poser un temps mort très rapidement dans cette seconde période.
Ils vont peut-être faire les 3-3, hein, attention. On va peut-être la faire parce qu'ils ont plus à mort. Attention. Allez les gars, on va centrer les gars. Et la traduction assurée pendant les temps morts, puisque la question a été posée sur le hashtag BINHand 2017 par Roland Franos Nemes, l'assistant coach de Carlos Ortega. Et on disait que ça devenait très facile, hein, l'illustration avec cette passe à distance d'Adrien Dipanda sur un simple appel de balle dans le dos du défenseur avancé. Cet homme, Ludovic Fabregas, qui trouve la solution. Ludo Fabregas qui devient, grâce à cette réalisation, le meilleur buteur à 100%, 5 sur 5 pour Ludovic Fabregas. Alors on imaginait évidemment les problèmes qu'allaient rencontrer les Japonais sur l'impact physique, sur le défi, sur l'engagement également. Oui, avec des pivots de position de la qualité des Français, eh bien ça devient même impossible. Et derrière, les solutions se font trop évidentes avec des montées de balles ultra rapides. Et regardez hein, la maladresse, parce qu'on veut se précipiter côté japonais sur l'engagement. C'est bien défendu de la part de Lucho Abalo. À l'envers, les Japonais, vraiment depuis l'entame de cette seconde période. Oui, on sent à l'inverse la force tranquille, la défense française totalement hermétique depuis de longues minutes. Oh là là, la grosse défense de Nikola Karabatic qui est venu comme un bufflon en sortant sur Kairi Koshi. Avec les cornes en avant hein, pour le bufflon, regardez, avec les bras. Nikola Karabatic qui n'use que des bras sur cette intervention. Comme son nom l'indique, il aime bien rebondir, Kairi Koshi. Deuxième coup sur coup. Ah, c'est vrai. Allez, Koshi justement, Uegaki, Shida, transparent ce soir, vraiment. Ouais, on échec, hein. On échec, il tente sa chance mais ne la trouve pas. 0 sur 6 pour Shida, une nouvelle fois mal embarqué dans cette action. On avait tenté la supériorité numérique côté japonais, le bras est levé. Utilisation de deux pivots, mais très peu de solutions. L'arrêt de Vincent Gérard. C'est cadeau hein, pour Vincent Gérard qui est bien resté sur ses appuis. Vincent qui n'a toujours pas encaissé de but. Nous sommes d'accord dans cette seconde période? Ah oui, on est d'accord. 3-0 passé par les Français. On était à 9 buts inscrits par les Japonais. Si on fait le calcul, 9 plus 0, ça fait 9. Bravo. Félicitations. Adrien Dipanda, Olivier Gnocas gagne le premier duel. Derrière le décalage, ouais, c'est bien joué. La passe dans le dos. Et c'est le poteau qui sauve les Japonais sur ce tir de Lucas Ballot. De très bonne transmission côté la français. limite du marché. Shida avec le Schwenker pour se rééquilibrer. Le changement attaque-défense. Le retour de Hiroki Motoki. Et une nouvelle fois, on joue à 7 joueurs de champ côté japonais. Ce qui va donner peut-être des idées à un certain Vincent Gérard hein, qui a marqué le dernier but de la partie inaugurale. Vous en souvenez. Et c'est très bien parce que ça va permettre à la défense française de travailler dans un secteur de jeu. Attention parce qu'il n'y a pas de gardien. Allez, on a tardé. C'est trop tard. Oui, alors effectivement, les dernières sorties des Bleus, lorsqu'ils évoluent à 6 joueurs de champ en défense face à 7 attaquants, c'était soldé parfois par de vraies inquiétudes. C'était notamment le cas, on vous l'avait répété et rappelé lors du match inaugural face au Brésil, lors de la deuxième rencontre des éliminatoires de l'Euro en Belgique, à Liège. L'équipe, la sélection d'Yerim Silla. Olivier Gnocas, le secteur central avec son jump. Et cette fois ça passe pour Olivier. Petit 1 contre 1 pour revenir. Côté bras tireur. Et en puissance le Nantais qui trompe Kimura. Et on l'a bien vu hein, sur ce ralenti de derrière. Un petit peu désorganisé hein, dans la défense japonaise. Olivier Gnocas sollicité sur le poste d'ailier face au Brésil également, où il a été très bon. Shida à la main avec Uegaki. Voilà, on va changer de position. Adrien Dipanda attentif. Attention au kung-fu. Et 7 mètres. Et 7 mètres. Alors on a estimé que Quentin Mahé a gêné Motoki qui se dirigeait
vers le ballon pour récupérer. Regardez, oui, alors il est totalement. Hein. Il est en zone. Ah, oui, il est en zone, bien sûr. Et c'est bien ce geste de Cédric Sorando en grand frère qui tout de suite prend par le cou Quentin Mahé, l'empêchant de quelconque discussion avec le corps arbitral. Stérile, inutile. Totalement, totalement. Les Japonais pour marquer peut-être enfin dans cette seconde période. Oui, c'est subtil. Alors dans le jeu, il faudra patienter, mais tableau de marque, c'est important pour relancer la machine. Grippé clairement avec ce but réussi de Yuto Agarie. Les Japonais plus efficaces que nous. C'est pour cette statistique à 7 mètres, 2 sur 2. Alors qu'on l'a signalé, 2 sur 5 seulement pour les Français en première période. Une nouvelle fois, on trouve à l'intérieur Fabregas. Le travail de destruction de Ludovic Fabregas, à l'image de la grande vague de Kanagawa. Vous savez, cette estampe japonaise de Hokusai, magnifique. Une vague bleue qui déferle comme ça, et c'est un peu ce que représente Ludovic Fabregas. Je vous fais confiance. Je suis sûr que vous voyez ce tableau magnifique du 19e siècle, non? Vous sous-entendez que j'étais je vous inviterai dans ma chambre d'hôtel voir mes estampes japonaises. Je vous en prie. Oh, oui. Super. Oh là là, magnifique. Le Kamehameha de Nikola Karabatic. Et la bonne défense, on la voit au ralenti, le contre de Quentin Mahé. Attention, on avait une grimace sur le visage de Quentin Mahé. Et la puissance, l'archi-puissance de Nikola Karabatic. Le tir croisé en pleine lucarne du patron, Nico. Alors qui n'est pas le Karabatic qui concentre le plus d'attention, hein, puisqu'on vous le rappelle, Luka Karabatic s'est blessé en première période, qu'il n'est plus sur le banc français et qu'on ira aux informations. A priori, d'après ce qu'on a entendu, pas trop grave, mais méfiance. Le jeu japonais sur la base arrière avec Uegaki. On passe par Koshi. Oh, il est battu par ce ballon légèrement touché, Vincent Gérard. Et qui s'incline dans le jeu pour la première fois depuis qu'il est sur le terrain. Oui, un petit peu facile, Vincent. Karabatic avec l'entrée de William Macambré. L'entrée de Tony Truantin face au Brésil. Comme lors de son match face à la Slovénie. Et un immense plaisir, on a échangé quelques mots avec lui, de retrouver cette équipe de France compétitive, avec son instinct. Et Ludovic Fabregas une nouvelle fois. Alors le passage en force, ça peut paraître très sévère. On verra ça certainement en ralenti. Ainsi en ont décidé les arbitres suisses. C'est très solide aussi la défense composée de William Macambré, Ludovic Fabregas et Nikola Karabatic. Mais c'est sur le poste 2 que les Japonais longue distance trouvent la solution. Et ne pas s'arrêter de jouer trop vite. C'est vrai qu'on a la sensation de facilité. Vincent, une nouvelle fois un petit peu sur les talons. Ouais. Même si le travail préparatoire des Japonais a fait la différence. Adrien Dipanda. Sorti, disponible. Ludovic Fabregas, c'est tout de suite resservi par Lucas Ballot. C'est très bien joué. Ludovic Fabregas qui dispose de beaucoup de temps de jeu en attaque. Ce qui n'est pas forcément habituel hein, sur le maillot de l'équipe de France. Et le bloc remise qui a pris toute la défense japonaise à revers. Voilà. Allez à droite avec Lucas Ballot. Il a dépassé et il a pris tout son temps face à Kimura. Pas de fioriture, mais un tir très efficace. Et information prise par Vincent Gérard très rapidement. Et ensuite, vous l'avez dit, la concentration de Lucas Ballot qui va chercher très loin. Premier but, vous l'avez vu, pour Lucas Ballot. En échec sur sa première tentative, on se souvient, un poteau trouvé par le Parisien. La rotation avec Tokuda qui a pris la main.
C'est bien maîtrisé par Adrien en rupture. À savoir que Raphaël Roy était sorti des 9 mètres. Ensuite, un petit pas pour reculer, pour maîtriser, contrôler la course de l'arrière-gauche japonais. Alors Carlos Ortega a fait clairement un trait sur cette rencontre. Et on le constate avec énormément de rotation, ce qui n'avait pas du tout été le cas hier. Rémi Andridoy, Rémi Feutrier, lui, en a peut-être terminé de cette partie. Et ça sera évidemment une vraie déception. Attention à Vincent Gérard. Attention. Oh là 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 là. Oui, bah, parce que vous connaissez, alors peut-être pas si vous nous suivez pendant ce mondial pour la première fois, mais si le gardien, quel qu'il soit, et Vincent Gérard est parfois coutumier du fait, touche ne serait-ce qu'effleure le joueur, c'est une disqualification, un carton rouge immédiat. Avec une demi-décision, on l'a vu, c'est Vincent. Allez, on hésite, on ne sait pas, mais on touche le ballon et ça a été suffisant. Et il s'en sort bien sur le coup, un simple 9 mètres, le pied, vous avez vu de Vincent Gérard en dehors de sa zone. Oui, pour reprendre la réflexion, alors Carlos Ortega a compris, ce match est perdu, ce qui n'avait pas été le cas dans le scénario face aux Russes qui étaient restés, les Japonais, très longtemps au contact. Et c'est pour ça que l'effectif n'avait pas été concerné, l'intégralité en tout cas. Là, on se projette clairement sur les prochaines rencontres qui seront peut-être plus abordables pour les Japonais, pour faire souffler les cadres, et notamment Shida qui a vraiment déçu ce soir, Uegaki qui a été plutôt très bon, et Rémi Andridoy, Rémi Feutrier qui là va avoir énormément de regrets. Et laisser se reposer quelques joueurs qui ont beaucoup été utilisés hier. Évidemment, on s'attendait à ne pas battre l'équipe de France du côté du Japon. Et il y aura peut-être un coup à jouer dans cette poule. Sait-on jamais. On a vu des Brésiliens quand même assez faiblards, même si les Brésiliens paraissent au-dessus des Japonais. Et puis on va revenir sur cette particularité, peut-être l'action. On est trop près. Regardez, on est à 3 dans les 9 mètres. Reprendre de la profondeur, de la distance, respecter le jeu jusqu'au bout, même si ça paraît facile. Oui, en supériorité numérique, et regardez l'hésitation et la perte de balle. Voilà aussi ce genre de séquence qui désespère forcément les coachs lorsqu'on travaille ça au quotidien, lorsqu'on répète les gammes. Surtout, on le répète, lorsque l'équipe adverse est en infériorité numérique. On peut le comprendre, les quelques errements, le manque de concentration, parfois ça ne peut pas être parfait pendant 1 heure, il le faudra face à d'autres adversaires bien évidemment, et voilà tout l'intérêt de bien préparer ça, d'être très rigoureux. Il faut éliminer au maximum lors de ces rencontres ces petits péchés, ces petites erreurs. Et puis j'insiste Thomas, alors tant mieux, c'est à notre avantage, mais c'est vraiment une particularité que l'adversaire de l'équipe de France est toujours joué la veille. Ce sera le cas de la Norvège qui va disputer un match dès demain et qui rencontrera la France dimanche, vous le savez. Ce sera le cas ensuite des Russes. Ça passe pour Olivier Niocaz, bien concentré, le tir premier poteau. Seule la Pologne, dernier adversaire de poule de l'équipe de France, aura le même temps de récupération que les Français pour la dernière journée. Mais arriveront les Polonais en fin de parcours, oui. Peut-être, mais alors ça on n'en sait absolument rien, déjà éliminé. En tout cas, une équipe très jeune qui aura laissé énormément d'énergie après les premiers affrontements. Je suis plus confiant que vous pour les Polonais. On verra tout ça. Oui, alors écoutez, on ne va pas parler de pronostic parce que depuis le début vous êtes pathétique. Vous avez d'énormes qualités, mais côté pronostic, il faut laisser faire les autres. Ok, ça c'est fait. Le bras ne va pas tarder à se lever. Grosse difficulté pour les Japonais, à l'image de Narita. Avec, regardez, constamment on revient dans le secteur central, là où la défense française est la plus dense. Une défense française vraiment très hermétique, très forte. C'est désespéré. Ah oui, il était parti complètement à l'aventure. Motoki. Seulement 3 buts inscrits en 18 minutes de jeu dans cette seconde période par les Japonais, dont un sur 7 mètres. Une défense japonaise qui va s'étager de plus en plus certainement. Mais il en faudra plus pour embêter. Et William Cambrai, ailier gauche, qui ne trouve que la barre. Personne n'a touché le ballon, qui sera donc rendu aux Japonais. Concentration de Didier Dinard, qui est celui qui reste constamment debout, vous le savez. Un seul homme
parmi les officiels d'ailleurs, parmi les joueurs hein, sur le banc, est autorisé à se lever. C'est bien Didier Dinard constamment est debout. Guillaume Gilles, lui, est à l'autre bout du banc. Intervient ponctuellement, individuellement. C'est bien tenu par Adrien Dipanda. Oh, c'est bien joué. Là aussi, les bras ont tardé à se lever. Vincent Gérard face au tir de Tokuda. Oh, attention, Adrien. Ouais, le ballon qui sera récupéré très justement par les Japonais. Ça, c'est tout le problème. Hein. Lorsqu'on joue vers les tribunes, on en a vers celui qui doit être le destinataire du ballon. Eh bien, la lecture pour la défense est assez simple. Et on avait tout compris côté japonais. Et François-Xavier, dites-moi. 10e ballon perdu. Alors sur erreur technique, hein, comme là, en tout cas sur ballon perdu tout court. Mais c'est plus que l'équipe du Japon. Non mais clairement au niveau intensité, au niveau concentration, on a un petit peu moins bien. Par contre la défense vraiment bien en place hein, cette formule. Nicolas Karabatic, Fabregas dans le centre. Ça fonctionne, on repousse constamment les Japonais. De la vivacité, mais pas de solution avec Agarier et on va repartir sur la base arrière. On demande du mouvement. Transpercé. Avec un Vincent Gérard également, une nouvelle fois sur les talons. Vous allez le revoir certainement sur le ralenti alors qu'on fait la fête dans les tribunes de la XXL. Le ballon qui sera changé. C'est le paradoxe, hein. Vincent Gérard est à 50% d'arrêt. Mais depuis quelques minutes, voilà, il va s'hydrater, Vincent, derrière le but. Et alors c'est aussi très difficile hein, pour un gardien quand on n'est que très peu sollicité parce que sa défense fait le travail, de rester concentré, concerné comme ça. Ce sont alors non pas les matchs les plus difficiles, mais de garder de la constance comme ça, c'est compliqué, ça c'est certain. Et puis la conséquence, c'est que du côté japonais, eh bien, on prend des risques forcément sur les tirs, étant donné que les situations ne sont pas évidentes et on a affaire à des tirs peu académiques. C'est très bien joué. La séquence de croisée dans le travail préparatoire pour libérer l'espace et la course sans ballon de Nicolas Karabatic qui a fait la différence. Et Olivier Nocas battu derrière. Et voilà, Vincent Gérard de près. La main gauche ferme. Regardez hein, toute cette série de croisés. Nicolas Karabatic une nouvelle fois. Un tir croisé pour Nico. Regardez la main gauche. Et non, même pas. C'est le poteau trouvé. Il me semblait que Vincent était intervenu. Il n'en a même pas eu besoin. La sortie de Cédric Sorando. Adrien Dipanda. William Acambré avec le rebond. Parfait ce tir. Très compliqué pour les gardiens et pour Kimura qui doit s'incliner. Un tir que William affectionne particulièrement, un tir à l'angle avec le pied droit devant pour un droitier. Temps mort, le nouveau temps mort de Carlos Ortega à 9 minutes du terme de la partie. But we can tell you because sometimes we have the feeling that we are not attacking and then the passage before. Magnifique ambiance. Et l'excellent comme toujours Alain De Seine qui s'occupe de chauffer le public et qui a l'habitude hein, du public nantais avec l'Hermine. Une salle très bruyante. Et plus 14 du simple au double, 28-14. Et Nedim Remili qui est revenu sur le poste 2 à la place d'Adrien Dipanda. Un peu décevant.
Et à 0 sur 1, seul tir pris par Adrien Dipanda qui a beaucoup trouvé Ludovic Fabregas à l'intérieur. Convaincant en défense, on sait que c'est la force d'Adrien Dipanda. Le tir largement au-dessus. Côté japonais, celui d'Agari. Les Japonais qui n'auront pas été aussi offensifs que ça dans leur défense, dans leurs intentions défensives. Ça a même un petit peu surpris les Français en début de partie. Oh là là, ça devient très facile. De William Acambré. Passe main gauche du renversement de Nicolas Karabatic pour son ancien partenaire à Montpellier. Et le tir extrêmement puissant, premier poteau pour Willy Acambré. Un peu plus de 7 minutes encore dans cette rencontre, dont le vrai bémol, on le rappelle, aura été la blessure de Luka Karabatic, rentré au vestiaire. On vous donnera des informations dans la soirée, juste après le match. Restez avec nous. Vous avez un programme oh, le coup génial et après l'arrêt. Et bien voilà, Vincent Gérard. Cette fois, c'est bien lui, Vincent, qui intervient avec sa main gauche. Et Kumpo qui avait surpris. La défense française s'en est finie pour aujourd'hui, certainement. Pour Lucas Ballot qui cède sa place au retour de Valentin Porte avec Nedim Remili à ses côtés. On va certainement terminer ainsi. Côté équipe de France. Attention, Nedim Remili. Et sur le temps fort, Nedim Remili a perdu le ballon et en offrant cette contre-attaque ultra rapide conclue par Goki Koshio. Nedim un petit peu facile, un petit peu trop près de la défense japonaise qui est une nouvelle fois intercepté cette tentative de passe. Le mouvement et la course de Valentin Porte. Ce qui a perturbé l'assise défensive des Japonais. Et c'est ça tout l'intérêt. C'est ça tout l'intérêt de mettre du mouvement sans ballon. C'est effectivement Valentin Porte qui les organise, la défense japonaise. Et ensuite William Acambré qui est en train de profiter du temps de jeu qui lui est donné. Troisième but. L'impression laissée par William Acambré de toute façon depuis la chance qui lui a été donnée face à la Slovénie lors du deuxième match préparatoire des Bleus est vraiment impressionnante. Et il le disait, il est en forme, il est en pleine forme. Encore faut-il qu'il ait l'occasion de le montrer. La puissance. Alors une impression impressionnante, ça impressionne encore plus. C'est ce que j'ai dit. Ah non, c'est ce que j'ai dit moi. Ah oui, alors c'est très impressionnant. Valentin Porte et le portier japonais, non plus Kimura mais Shimizu, qui fait le boulot face à Valentin. C'est bien replié de la part de Nedim Remili. C'est également compliqué de revenir dans un match lorsqu'on est sorti. Avoir passé une quinzaine de minutes sur le banc, peut-être s'attendre à ne plus rentrer. Eh bien, il faut remettre le couvert, d'où cette histoire de concentration toujours. Ça prend. Mikaru stoppé sur sa tentative. On va repartir avec Agarier. Tokuda est servi avec le Schwenker, stoppé par William Acambré. Pas franchement le même morphotype que William Acambré et le très rapide Tokuda ici en possession du ballon. Le bras est levé là aussi, service pour le pivot, très bien joué au-dessus des bras de Vincent Gérard. Le grand Hiroyasu Tamakawa. Et qui profite de la sortie de l'alignement de William Acambré. Il a tout de suite reconnu son erreur. Il ne pouvait faire autrement. Dans son dos, à quelques mètres de lui, il avait Didier Dinard. Vigilant. On va croiser une nouvelle fois. Très bien joué. C'est dommage la conclusion. Et sur le poteau pour Cédric Sorando, il y aura eu un bon nombre de poteaux ou de barres trouvés par les Français. Ce coup de poignet de Cédric Sorando qui aura laissé une vraie impression de domination. Cédric Sorando
même particulièrement en défense. Vraiment la défense française au niveau attendu, à son niveau, très très hermétique dans cette seconde période. Même si on a un petit peu relâché, hein, il faut bien l'avouer. Ouais, c'est bien joué. C'est très rapide, on lâche bien le ballon dans le bon tempo. Mais Carou une nouvelle fois. L'engagement rapide ne sera pas validé tout simplement puisque Cédric n'avait pas tout à fait, enfin n'était pas stable sur le point du rond central. Un match en roue libre. Oui, tranquille. Vous avez l'occasion sur le hashtag BIN en 2017 de trouver qui sera élu MVP de la rencontre. J'ai le droit à des non, n'écoutez surtout pas. Si, vous avez le droit, mais n'écoutez surtout pas François-Xavier Houlet. La passe beaucoup trop longue. Et c'est vrai que je vous avais parlé de Thierry Omeyer et pour le premier match face au Brésil et effectivement il ne le méritait absolument pas. Vous allez commencer par vous calmer. Je suis presque aussi que c'était cool. Voilà, alors allez-y, qui sera élu meilleur joueur de cette rencontre? Ludovic Fabregas. Peut-être non, voilà, Ludovic Fabregas. La contre-attaque japonaise, seul face à Vincent Girard. Avec la fixation dans la course pour dépasser le gardien du MHB. Alors c'est un score qui va finalement s'approcher des moins 10 d'hier face aux Russes, alors suivant une configuration totalement différente puisqu'on vous le